enfin le Machu Picchu. Cusco, 31 mars 1952. Il était 9 heures ce matin quand nous avons quitté Sicuani. Le paysage par ici est plus subtropical. On aperçoit des petites propriétés entourées de parcelles de différentes cultures parfaitement délimitées. Chose curieuse dans cette région, les paysans cultivent tout en même temps. En ce moment, ils moissonnent le blé, récoltent le maïs et ramassent les haricots, le tout simultanément. La route suit la rive droite de la Vilcanota, qui s'élargit et devient plus rapide à mesure qu'un nombre croissant de ruisseaux viennent la grossir. Les sierras sont couvertes de genêts en fleurs. La route s'élève et redescend en suivant les ondulations du paysage, tantôt surplombant de 500 mètres les flots rugissants, tantôt les côtoyant au point qu'une brune fraîche vient éclabousser les passagers. Le camion-bus était chargé à ras-bord d'une mosaïque d'Indiens, de métis et de blancs. Des ouvriers en route vers leur plantation, des étudiants partant passer des examens à l'université, des domestiques, des écoliers, etc. Comme d'habitude, nous avons remarqué que les métis sont ceux qui se montrent les plus cruels à l'égard des Indiens de souche. Tout le monde paie le même prix pour le voyage, mais quand un métis ou un blanc monte à bord, il se croit autorisé à prendre la place assise d'un Indien, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme avec son enfant, et à s'y étaler confortablement. Les pauvres Quechua, à qui l'on a inculqué depuis des générations qu'ils appartiennent à une race inférieure, une race d'esclaves, et qui savent que toute rébellion de leur part serait sévèrement punie, se résignent et vont s'asseoir où ils peuvent. Le reste du trajet fut jalonné de hauts et de bas. Il a fait chaud, puis il a plu. Ensuite, une averse de grêle a déchiré la bâche et nous nous sommes retrouvés trempés. Nous nous sommes vengés en volant du maïs en épi à la propriétaire du camion, une métisse profiteuse qui méprise son propre sang, et nous sommes partis sans payer pour le voyage. Ici, nous nous trouvons vraiment dans le nombril du monde, raison pour laquelle les Indiens l'ont appelé Cusco. C'est le cœur même de l'Amérique quechua et aymara. Nous nous intéressons directement à l'architecture. Les églises sont une splendeur. Elles témoignent clairement de la fusion de l'art baroque et churrigueresque avec l'art indigène. Malheureusement, dans leur ignorance et leur fanatisme irrationnel, les prêtres espagnols voulaient prouver que leur dieu était plus puissant que Viracocha, et ont donc fait construire leurs églises au sommet des temples du soleil inca, détruisant ainsi un fabuleux héritage historique et artistique. Cet après-midi, nous sommes allés au musée. J'y ai rencontré une jeune indienne qui travaille au département des céramiques et qui m'a fait forte impression. Elle s'est amusée à me faire languir, mais je la crois plus en manque que moi. En tout cas, dans une période d'abstinence à peu près aussi longue que la mienne, ce qui n'est pas peu dire. Ce soir, nous nous sommes aperçus à la Bibliothèque nationale. J'y ai lu l'ouvrage que Manuel E. Quardo a consacré aux églises de Cusco, et j'ai pris quelques notes afin d'être plus à même d'en apprécier le style lorsque je reprendrai mes visites demain. Il semblerait que Viracocha ait pris sa revanche sur les prêtres, car en 1950, un tremblement de terre a décapité presque toutes les tours des églises. Cusco, 1er avril 1952. Je suis retourné au musée ce matin avec la double intention d'enrichir mes connaissances culturelles et de continuer mes manœuvres d'approche avec la jeune indienne. Je n'évoquerai ici que ce qui concerne mon premier objectif. La poterie est très similaire à celle des Indiens Diaguitas, au nord de l'Argentine, ce qui se comprend car cette région est restée sous domination inca pendant plusieurs siècles. La poterie et le travail du métal témoignent d'une finesse de réalisation supérieure à tout ce que je connais. Certaines pièces, dans la salle d'anthropologie, montrent que les Quechua pratiquaient avec succès les trépanations, ce qui place leur civilisation au même niveau que celle des Égyptiens. Parmi toutes ces collections passionnantes, se distingue une série de figurines et d'idoles fabriquées dans un matériau appelé champi, un alliage de cuivre, d'étain, d'argent et d'or. Les figurines représentent des scènes pornographiques avec un humour, un esprit et un bon goût qui révèlent tout le talent artistique des artisans.
On nous a montré une collection d'émeraudes représentant des idoles, des chefs, des rois, ainsi que des lamas et des vigognes en or, dont la valeur réside cependant plus dans le matériau utilisé que dans la qualité esthétique. Nous avons également vu des vases à anses en forme d'oiseaux ou de pumas, qui sont de toute beauté. Ils évoquent des figurines assyriennes, ce qui confirmerait l'hypothèse selon laquelle il y a eu des flux migratoires de l'Asie vers l'Amérique pré-Inca. Nos notes à portée de main, nous avons ensuite repris notre visite des églises. La valeur des offrandes, dans certaines d'entre elles, est à peine croyable. À en croire l'affichette, l'ostensoir en or massif de la cathédrale pèse 13 kg d'œufs et contient 2200 pierres précieuses. Pendant que tout cet or dort, inutile, Maria Magdalena, la jeune indienne, m'explique que dans certaines écoles, les élèves n'ont pas de manuel car il faut de l'argent pour les importer d'Argentine. À l'heure du déjeuner, nous avons cherché le numéro de téléphone du docteur Hermosa dans l'annuaire et, dans l'après-midi, Maria Magdalena m'a accompagné jusqu'à son cabinet médical, situé très à l'écart des quartiers que je connais. La salle d'attente était déserte. Une infirmière est apparue, à qui j'ai dit que je venais voir le docteur et qu'elle pouvait annoncer à son patron, le docteur Granado. C'est une lettre de ce docteur que vous nous apportez m'a-t-elle demandé. J'ai dû lui expliquer que ce docteur Granado, dûment diplômé de l'université, c'était moi, malgré mon pantalon rapiécé de gaucho et ma veste en cuir informe. Elle m'a invité à la suivre. Hermosa ne m'a pas reconnu. Par chance, j'ai remarqué, fixée au mur, une photographie prise durant l'un de ses voyages d'études en Argentine. On y voyait des amis communs, ainsi que des spécialistes de la lèpre, tels Olmos Castro, Arguello Pitt, Garzón et d'autres. Je les lui nommai tous un par un, en lui rappelant la conférence de Tucumán en 1950, et la nuit que nous avions passée à boire du gin en écoutant des chansons d'Atahualpa Yupanqui. Il m'a enfin reconnu, et s'est mis à ma disposition. Je lui annonçai que je reviendrais le voir le lendemain avec Ernesto. Puis je suis parti, car des patients commençaient à arriver. La jeune indienne m'attendait toujours, quelque peu surprise de voir le globe-trotteur se métamorphoser en scientifique. J'ajoute que, comme 90% des gens que nous avons rencontrés à Cusco, elle prétend descendre de l'une des plus anciennes familles quechua de la région. Cusco, 2 avril 1952. Mon entrevue avec le docteur Hermosa s'est révélée très fructueuse. Il m'a proposé de nous aider à nous rendre au Machu Picchu et nous a prêté sa Land Rover pour visiter Ollantaytambo. La route commence par grimper très raide, ce qui n'est pas très agréable, mais dès qu'elle entre dans la vallée des Incas, tout change. Toute la montagne est cultivée, parfois à de telles altitudes que les laboureurs et leurs bœufs ressemblent à des insectes épinglés sur un présentoir. Plus nous avancions, plus nous prenions conscience de la majesté de la chaîne de montagnes qui constitue l'autre rempart de la vallée. La couleur de la roche, les cimes enneigées enveloppées dans les nuages, et le vert luxuriant qui tapisse les versants, m'ont fait regretter que les Granados au grand complet ne soient pas avec moi pour admirer ce spectacle. Il m'arrive souvent d'imaginer que cette voiture est à nous, et que toute la famille fait le voyage. Cet endroit donne envie de s'asseoir avec une palette de peinture, et de ne pas repartir tant que la toile n'est pas achevée. Nous sommes parvenus au pied de la vallée. Notre voiture se frayait un chemin sur des sentiers bordés de genêts en fleurs, à l'ombre de capolins et d'eucalyptus. L'air chaud et cristallin, les fleurs splendides et le grondement de la ville Canota, tout concourt à rendre ce voyage inoubliable. Lorsque nous ferons ce voyage en caravane, il faudra envoyer maman et papa à Cusco par avion, puis refaire ce trajet par la route. Nous avons continué à rouler, effrayant au passage quelques lamas et obligeant des paysannes à dégager de la route leurs ânes ébouriffés, qui nous regardaient passer avec une expression d'indifférence toute philosophique. Et soudain, toutes les beautés de la nature ont été égalées, sinon éclipsées, par le travail de l'homme. Devant nous se dressait Ollantaytambo, une forteresse construite sur un pic rocheux quasiment inaccessible. Des blocs de granit pesant chacun plusieurs tonnes avaient été hissés jusqu'à des hauteurs invraisemblables. Un édifice si parfaitement conçu
qu'il peut aussi bien servir à abriter des cultures de maïs en temps de paix que se transformer en forteresse inexpugnable en temps de guerre. Plein d'admiration et de joie, nous avons exploré chaque centimètre carré de l'édifice et de ses avant-postes, allant jusqu'à repérer où nous pourrions camper lors de notre prochain voyage en caravane. Au retour, nous avons conduit plus lentement et pris le temps d'admirer quelques villages pittoresques, parmi lesquels Pukuira, Talca et Yucaié, le plus joli et le plus accueillant qui, des siècles plus tôt, était une sorte de lieu de villégiature pour les Incas. Partout, nous avons vu comment les Blancs exploitaient les Indiens. Nous nous sommes aperçus que les parasites qui vivent en ville profitent des Indiens qui travaillent dur, en les envoyant de force récolter à des altitudes inhumaines. Un Indien que nous avons pris en stop nous a expliqué, dans un espagnol tâtonnant, de quelle façon il se faisait escroquer par un propriétaire terrien. Quelques 10 ans plus tôt, il s'était marié et avait construit une petite maison au cœur de la jungle, à une altitude d'environ 600 mètres. 3 ans durant, il a débroussaillé, brûlé le chaume et préparé la terre pour la rendre cultivable. Pendant tout ce temps, le propriétaire terrien ne lui a rien dit, mais quand la récolte a été prête, il a envoyé la police pour le faire exproprier. L'homme est alors parti avec sa femme et leurs 2 enfants pour s'installer un peu plus haut sur les versants de la montagne. Il a encore passé 3 ou 4 ans à rendre praticable ce coin de brousse, et au moment où il pensait enfin pouvoir récolter les fruits de son labeur, le propriétaire l'a encore fait exproprier. Pelao et moi nous regardions sans savoir si une résignation aussi fataliste devait nous accabler ou nous révolter. Avec quelle docilité cet homme nous faisait le récit de cette injustice flagrante et impunie. Machu Picchu, 5 avril 1952. Nous attendons à la gare le train qui doit nous ramener à Cusco et au XXe siècle. Je suis encore écrasé par le poids de tout ce que nous avons vu, conscient de l'étendue de notre méconnaissance de notre Amérique natale. Combien les paroles de Fousser à Zapala se révèlent prophétiques. Pile et face, Pétisseau. La pièce de monnaie aura toujours 2 côtés, pile et face. Voici ce qui s'est passé ces derniers jours. Nous sommes partis pour le Machu Picchu au matin du 3. Le parcours du chemin de fer emprunte des côtes si raides que le train doit circuler en zigzag, à la manière d'un funiculaire. Pendant une partie du trajet, la locomotive pousse les wagons, puis elle les tire. La voie ferrée longe les Paumatales, un affluent de la Vilcanota. Plus on grimpe, plus la végétation se fait tropicale et luxuriante. Les collines sont couvertes de genêts et, au pied de la montagne, les capolins sont chargés de fruits. Nous avons traversé plusieurs villages, Pokuira, Irakuchaka, Wakondo et d'autres encore. Chaque fois, nous étions abordés par des femmes indiennes qui nous offraient de la nourriture. Épis de maïs fumant, fromage de chèvre odorant, manioc à la sauce piquante, des plats aux saveurs exotiques pour nos papilles. À l'endroit où le Paumatal se jette dans le Vilcanota, les montagnes environnantes se font plus hautes et plus abruptes. On aperçoit des chirimoliers, ainsi que des taurocs, différentes sortes de fougères et de merveilleux bégonias. À ce stade, ma mère et Mazo auraient certainement rempli la caravane de plantes. Le fleuve se transforme peu à peu en torrent furieux et les rapides succèdent aux rapides, avec des vagues dont les crêtes se dressent à plusieurs mètres, dans un fracas que les Indiens appellent le grand rugissement. Arrivés au Machu Picchu, nous sommes descendus à quai et avons mis le cap sur les ruines, 8 kilomètres plus haut. Nous avons suivi un ancien chemin muletier, plus raide mais moins long que la route. Nous nous sommes arrêtés dans un hôtel près des ruines. Il était désert, heureux présage pour nous. Le responsable jouait au football avec quelques employés sur un petit terrain. Nous leur avons demandé si nous pouvions nous joindre à eux, ce qu'ils ont accepté, quelque peu surpris. À la fin du match, nous nous sommes présentés. Le tenancier est un écrivain, peut-être l'un de ces activistes de gauche
contraint de disparaître pour échapper aux persécutions d'Odria. Il a tout de suite senti à qui il avait affaire et compris que nous manquions moins d'intelligence et de connaissances que de vêtements et d'argent. Il nous a offert le gîte et le couvert gratuitement. Nous sommes allés voir les ruines de plus près. Le paysage à lui seul mérite le déplacement. Toutes les constructions, en granit blanc, ont été érigées sur un promontoire de 600 mètres de hauteur, qui domine le fleuve, lequel s'inue dans une gorge étroite flanquée de hautes collines, dont certaines sont couvertes de neige. Le crépuscule n'allait pas tarder, et quelques nuages bas coiffaient progressivement les pics, comme des voiles de gaz gris. Quelques filets d'eau complétaient ce paysage somptueux de gracieuses cascades. Mais si tout dans la nature évoque ici la grandeur, les œuvres de l'homme ne sont pas en reste. Enclose dans l'ombre du Huayna Picchu se trouve l'une des plus grandes réalisations de la civilisation indigène d'Amérique du Sud. Le sommet du Machu Picchu, qui donne son nom à la ville, anciennement Vilcacampa selon la légende, est cerné de trois côtés par le fleuve Vilcanota. L'unique voie d'accès est un chemin, côté sud. Je devrais décrire la forteresse à partir de là, en arrivant à une tour de guet faite de blocs de granit blanc pouvant contenir 10 à 12 hommes. De là, on descend jusqu'à la zone renfermant la cité royale proprement dite. Le temple du soleil domine la vallée orientale, juché au-dessus d'une caverne creusée dans la roche, qui devait faire office de mausolée royal. Le temple lui-même a été taillé dans cette roche, et les blocs de granit blanc s'ajustent à la perfection, sans aucune disjonction. Plus les murs s'élèvent, plus les blocs sont petits, conférant au temple un caractère inaltérable et une délicatesse, une grâce unique. Sa forme semi-circulaire lui a valu parmi les visiteurs le surnom de tourelle. Il est percé de plusieurs fenêtres, dont l'une repose sur deux blocs coulissants, traversés de cannelures d'environ 5 cm de diamètre. C'est là qu'était serti le disque d'or, symbolisant le soleil. Nous sommes redescendus à la tombée de la nuit. Le tenancier de l'hôtel nous attendait pour dîner. Avant de me mettre au lit, j'ai feuilleté le livre que m'a prêté le guide. C'est un recueil de lettres de Bolivar. À la fois pénétrantes et toujours d'actualité, elles ont enflammé mon imagination. Je me suis dit que j'avais raison d'obéir à la voix impérieuse de mon sang, qui m'intimait l'ordre d'explorer l'Amérique du Sud jusqu'à ce que je trouve quelque chose de nouveau, qui me permette d'exprimer tout mon potentiel physique, scientifique et intellectuel. Le 4, à l'aube, nous étions déjà à pied d'œuvre et entamions l'ascension de Huayna Picchu, le jeune pic, par opposition au Machu Picchu, le vieux pic. Ce jeune pic s'élève à 370 mètres au-dessus de la forteresse de Vilcacampa. Le sentier est raide, mais ne présente guère de difficultés pour le marcheur. Nous avons atteint les ruines de la petite forteresse, pris quelques photos, et laissé sur place une bouteille renfermant un papier avec nos signatures, dans l'idée de venir la récupérer lorsque nous reviendrions, si nous revenons jamais. En redescendant, nous sommes tombés sur un champ de fraises et nous nous sommes régalés. Dans l'après-midi, nous sommes allés voir la chambre du sacrifice, située dans la tourelle. Nous avions pris le maté et la bouilloire que j'ai mis à chauffer sur un feu que j'avais allumé. Puis je me suis allongé sur la pierre sacrificielle. Je pensais aux lettres de Bolivar. Fuser, assis sur un rocher voisin, préparait le maté tout en lisant un livre de Bingham, l'homme qui redécouvrit le Machu Picchu. Sortant de ma rêverie, j'annonçai soudain à Ernesto: Tu sais ce que je vais faire? Je vais épouser Maria Magdalena. Puisqu'elle descend de Manco Capac II, je deviendrai Manco Capac III. Je formerai alors un parti pro-indien. J'emmènerai tous ces gens voter sur la côte, et ce sera le début de la nouvelle révolution de Tupac Amaru, la révolution indo-américaine. Ernesto me regardait et m'écoutait avec un sérieux disproportionné, compte tenu de l'humour de ma remarque. Sa réponse, une fois encore, me frappa par son côté résolu. Une révolution sans tirer un coup de feu. Tu es fou, Pétisseau. J'ai écrit tout ce qui précède assis sur une valise. Le chemin du retour est beaucoup plus lent que le voyage aller.
Le train reste plus longtemps à l'arrêt qu'il ne roule. Les passagers montent ou descendent pour aller cueillir des fleurs de Nuchu en prévision de la procession de lundi. Voilà 9 heures que nous avons laissé derrière nous la splendeur de la civilisation inca, et Cusco n'est toujours pas en vue. J'ai passé tout ce temps à méditer sur la beauté que j'ai pu admirer, sur tout ce que j'ai appris et tout ce qu'il me reste à apprendre. Je repensais aussi à la pauvreté de ces femmes, à moitié cachées derrière la vapeur de leur marmite de soupe bouillante, luttant pour gagner un peu d'argent pour leurs enfants, ainsi qu'aux paroles de Pelao. Ces mots ne sortent pas de mon esprit. Une révolution sans tirer un coup de feu. Tu es fou, Pétisso. Quand on y réfléchit bien, cela ressemble beaucoup à la réponse qu'il avait donnée, 10 ans plus tôt, quand nous exhortions les étudiants du secondaire de manifester en faveur des centaines d'universitaires envoyés en prison. C'était en décembre 1943. J'avais participé à la grève estudiantine de l'université de Cordoba, occupée sur ordre du gouvernement, de facto, du général Farrell. Je l'avais payé, ainsi que les autres membres du syndicat étudiant, d'un séjour en prison. Pendant ma détention, mes frères m'apportaient de la nourriture que nous mettions en commun avec les produits apportés par les parents d'autres étudiants et les membres du comité de grève, afin de compenser l'infâme rata qu'on nous servait au poste de police en attendant notre procès. Je profitais des 10 minutes de parloir qui nous étaient accordées pour faire passer l'idée que nous avions déjà suggérée à de nombreux visiteurs. Organiser une manifestation de lycéens pour réclamer notre libération, ou, à tout le moins, l'organisation rapide d'un procès. Pour le moment, nous avions purement et simplement été kidnappés. Nous ne figurions sur aucune liste en tant que prisonniers. Pour mon frère, Thomas, ma plaidoirie était une bonne idée. Pelao, lui, me réservait une de ses célèbres répliques. Organiser une manifestation alors que nous n'avons pas d'armes. Il nous tomberait dessus à bras raccourcis. Jamais de la vie. Moi, je n'y vais pas sans mon revolver. Sa conception n'a pas changé. La révolution ne peut triompher que dans l'odeur de la poudre. Deux périodes distinctes, mais une seule attitude face à la vie.